Nous sommes le 17 septembre 2025. Il est 15h06. Nous partons de Trec'h-en-Nuit-sur-Villiers. Donc nous allons partir et nous allons à Trec'h-en-Nuit-Tiguery. Maintenant on part à Trec'h-en-Nuit-sur-Villiers et on va à Trec'h-en-Nuit-Tiguery. Ça c'est au sud de Paris. C'est sur la Francilienne. Donc on part. Ok Google, écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 14h46. France Info, le fil d'info de 14h45. Et les socialistes qui restent sur la... Tournez à gauche vers D16, puis tournez à droite. Fin après avoir été reçu à Matignon. C'est la réaction de... Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur D16. Olivier Faure, après 2 heures d'entretien avec Sébastien Lecornu ce matin, le patron du PS estime que le Premier ministre est resté très flou sur ses intentions. Les consultations se poursuivent à Matignon avec l'ensemble des écologistes avant le Rassemblement national des communistes. Au rond-point, prendre D16. Et place publique. La mobilisation Continuez sur D16 pendant 1,5 km. Sociale sera très forte demain, c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit. Le mouvement s'annonce particulièrement suivi dans l'éducation nationale, mais aussi dans les transports. Côté sécurité, 80 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain. Deuxième jour de l'offensive terrestre d'Israël dans la ville de Gaza. L'État hébreu dit avoir mené plus de 150 frappes sur des cibles du Hamas depuis hier, des frappes qui ont fait au moins 100 morts. Dans l'affaire Madi, le suspect numéro 1 est sorti de prison ce matin en Allemagne. Le procureur avait jugé Christian Güttner dangereux
empêcher sa libération faute de preuves suffisantes 18 ans après la disparition de la fillette britannique au Portugal. Et puis Donald Trump reçu avec faste par le roi Charles III au château de Windsor près de Londres, procession de calèches, salle de canon, défilé aérien militaire, tout cela à huis clos. Le président américain est en visite d'État jusqu'à demain. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie vers Paris, aéroport Charles de Gaulle. Au Royaume-Uni. France Info. Selon RFI, journal Monde, aujourd'hui à midi 12. RFI. Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris, 10h, tournée Marseille. Tout de suite, le journal avec vous, Charlotte de Rouen. Charlotte, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Au Proche-Orient, l'exode, encore une fois, des habitants Prendre la bretelle vers Ahun. de la ville de Gaza, des files de déplacés, hagards, épuisés qui fuient les bombes. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui vous gagne. Alors que l'armée israélienne dit avoir frappé plus de 150 cibles depuis le déclenchement hier de son offensive sur la ville. Il a joué dans d'immenses films, de l'arnaque à Out of Africa. Robert Redford est mort hier à l'âge de 89 ans. L'homme était aussi très engagé, notamment dans la défense de l'environnement, vous l'entendrez. En Corée du Sud, les témoignages d'employés sidérés par le traitement qu'ils ont subi de la part des autorités américaines. Ces travailleurs ont été arrêtés par la police de l'immigration car leur visa Continuez sur Ahun pendant 6 km. n'était pas en règle. Et puis du cinéma avec La Tour de Glace, l'histoire d'une relation d'emprise avec Marion Cotillard. L'armée israélienne a annoncé ce matin l'ouverture d'une nouvelle route pour permettre aux habitants de la ville de Gaza de fuir vers le sud. L'ONU estimait fente à 1 million le nombre de Palestiniens de cette ville et ses environs. Depuis le début de l'offensive, hier, les habitants fuient par milliers, mais aucun endroit Air de Weimar, ouais. palestinienne ravagée par la guerre depuis plus de 2 ans. Shadi est originaire de Gaza et son père de famille est bloqué à Ramallah depuis le 7 octobre 2023. Radar mobile à 1000 mètres. Il est particulièrement Air de Weimar, inquiet pour ouais. sa femme et ses 3 enfants qui n'ont pas encore pu quitter la ville en route. L'exode est quelque chose de très, Air de très Weimar, difficile. ouais. C'est très éprouvant. Radar mobile à 500 mètres. Et c'est très triste de devoir faire ses adieux à sa famille, à sa maison. On sait qu'il y a 90% de probabilité de partir et de ne rien retrouver en revenant. Ni rue, ni maison, ni proches, ni voisins, ni la maison dans laquelle on a grandi. Radar mobile à 100 mètres. Il faut partir avec juste ce que tu es en mesure de porter. Mais partir, cela coûte cher aussi. Les gens à Gaza n'ont plus d'argent pour pouvoir financer leur départ. Il faut payer le transport, louer le terrain, acheter une tente, financer les achats du quotidien. Jusqu'à l'occupation bombarde le nord de Gaza et la vie. Pousser les gens à partir d'eux-mêmes de chez eux. La situation est catastrophique. Là, Les gens ne se sont pionnière. même pas remis des autres crises comme celle de la faim. Voilà, c'est Dans 3 km, prendre la sortie 6 Roissy en France vers aéroport Charles de Gaulle. ça la situation catastrophique dans laquelle est Gaza aujourd'hui. Nous sommes sur la A1. Dans les territoires palestiniens en Jérusalem, la Chine dit de son côté ce matin fermement s'opposer à l'escalade israélienne des opérations militaires dans la bande de Gaza. Le pape dénonce également le déplacement forcé des Palestiniens. Le nucléaire iranien au cœur d'un entretien entre les ministres français, allemands et britanniques et
poste de Charles de Gaulle, Roissy, CDG. Quinte imitante. Sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Le temps des demi-mesures est terminé. Un avion. Publié hier, c'est presque 50 victimes de mort en 2023, mais ça ne veut pas dire que la situation s'améliore pour les défenseurs de l'environnement selon l'ONG, car le nombre de disparitions est sous-estimé dans plusieurs pays à travers le monde. Donald Trump reçu au Royaume-Uni avec tout l'apparat que peut déployer la monarchie britannique pendant 2 jours. Aujourd'hui, il pourra passer la journée à Windsor en compagnie du roi avant banquet ce soir. Et au premier jour de cette visite d'État, le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé ce matin un investissement. Dans 3 km, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie U15 A3 en direction de A86 à 104. De 30 milliards de dollars sur 5 ans aux États-Unis, une annonce qui intervient au moment où les entreprises font face aux pressions du président américain pour investir dans son pays. De retour des États-Unis, eux témoignent de leurs conditions de détention des travailleurs sud-coréens de l'usine LG de chirurgie. Ils étaient arrêtés par les autorités américaines car leur visa n'était pas en règle. Ils avaient pourtant été envoyés sur place pour travailler sur le chantier d'une usine de batterie, semble-t-il. Humiliation et arrestation expéditive, un calvaire d'une semaine enduré par les 300 travailleurs coréens de l'usine LG Hyundai en Géorgie. Interrogé par l'agence de presse coréenne Yonhap, ce salarié coréen qui conserve son anonymat dénonce des conditions de détention difficiles. On faisait signer des papiers sans explication. La tête du centre n'avait pas assez de vie pour accueillir tout le monde. J'ai dû dormir par terre sans même couverture. Les gardiens du centre sont confrontés parfois d'une manière que nous percevons clairement comme raciste et méprisante. Moquerie, imitation de bridé et blague sur la Corée du Nord, cet autre travailleur anonyme interrogé par la radio coréenne MBC décrit également des conditions sanitaires déplorables. L'eau de la prison n'était même pas propre. Il y avait des insectes morts dans nos bouteilles d'eau. Nous ne pouvions pas voir ça, mais les gardes s'en moquaient. Mon travail m'oblige à devoir retourner aux États-Unis, mais si nous... Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie U15 A3 en direction de A86 à 104. délivrent pas de visa correct, ce sera difficile d'accepter. Le ministère des Affaires étrangères sud-coréen va lancer une enquête sur de possibles violations des droits humains par les autorités américaines. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie U15. Et que des négociations pour obtenir des visas pour les travailleurs détachés sud-coréens. C'est le Fioretti, Séoul, RFI. Continuez pendant 1,5 km. Le jour de deuil aujourd'hui au Népal en mémoire des victimes des émeutes qui ont causé la chute du Premier ministre la semaine dernière. 73 personnes ont perdu la vie. Les jeunes népalais s'étaient mobilisés pour lutter contre le chômage et la corruption dans leur pays. C'est un film qui nous entraîne dans les années 1970 sur un plateau de tournage où une jeune fugueuse tombe sous le charme d'une star de cinéma incarnée par Marion Cotillard. La Tour de Glace met en scène une relation d'emprise. Elisabeth Lequéré. Approche. Dans 600 mètres, utilisez la deuxième voie à partir de la droite pour prendre la sortie A104 en direction de Marne-la-Vallée, parc des expositions. Je n'ai pas mangé. Christina, une star colérique et exigeante, tourne La Reine des Neiges, adaptation du célèbre conte d'Andersen. Elle n'épargne personne sur le plateau où chacun sait. Utilisez la deuxième voie à partir de la droite pour prendre la sortie A104, puis utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle A104. Bien qu'elle est à l'image de son personnage, un cœur glacial caché sous une beauté marmoréenne. Mais voilà que la diva, incarnée par Marion Cotillard, se prend d'affection pour une jeune figurante. Utilisez la voie de gauche pour prendre la bretelle A104. Lucille Adzialilovic. Cette figure
de la mer froide, de la mer nocive froide. C'est vraiment une des figures comme ça d'archétype. Et c'est pour ça effectivement que les contes peuvent être intemporels et peuvent être dépouillés des éléments de telle ou telle époque ou de telle culture, mais ils sont quelque chose de très fort qui résonne. Tu sais, j'ai rencontré la Reine des Neiges. Elle est encore plus belle que dans le conte. Ce récit d'emprise résonne avec l'époque, mais Lucile Hadjialilovic lui offre les atours d'un conte de fées à l'ancienne, avec paillettes et flocons de neige en coton, un conte de fées où l'ogresse ne serait pas celle qu'on croit. Elisabeth Lequirret, restez avec nous sur RFI. La suite, c'est avec vous, Emmanuel Bastide. Vous avez bien raison. Bonjour Charlotte. Retrouvez l'intégralité des podcasts RFI sur l'application RFI Pure Radio. À 3. Selon RTL Le Journal, aujourd'hui à 13h31. Dans un monde où les crises se multiplient, avec Géodis, ça passe ou ça passe. Alors que les chaînes d'approvisionnement se réinventent en permanence, grâce à ces solutions logistiques innovantes, Géodis s'assure que vos marchandises arrivent à bon port. Géodis, a better way to deliver. Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, 1h30 d'infos, de décryptage et de témoignages, car cette émission, vous le savez, c'est Radar fixe à 1000 mètres. La vôtre, c'est vous qui la faites. Comme chaque jour, vous avez la parole, vous réagissez. Je vous attends dès à présent au 3210, mais aussi par SMS 64 900. Vous commencez votre message par le mot midi. Et puis, bien sûr, l'application RTL, vous cliquez sur l'onglet réagir. À la une, aujourd'hui, J-1. Radar fixe à 500 mètres. Avant cette nouvelle journée de mobilisation, journée noire, disent les syndicats, Il y a un ralentissement de 7 minutes dans les 6 prochains kilomètres. Vous êtes toujours sur le meilleur itinéraire. Mobilisation sera très forte. Très bien. Radar fixe à 100 mètres. De son côté, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, on fait le point dans un instant sur ce qui vous attend demain dans les transports et ailleurs. C'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, reçoit aujourd'hui les oppositions. Alors les socialistes peuvent-ils entrer au gouvernement? On pose la question à Patrick Caner, le président des sénateurs socialistes. Il était à Matignon ce matin. Et puis le patron de la BAIF, lui, se dit prêt à mettre la main à la poche. Il est favorable à une contribution des grandes entreprises. Et vous, qu'en pensez-vous, pour ou contre? Daniel vient de nous laisser un message au 3210. Je suis très en colère, on n'arrête pas de tirer sur les entreprises. Voilà, en masse de pensée, moi j'ai 11 employés. Si ça continue, je vais les mettre les 11 au chômage. J'arrête mon entreprise, ça sert plus à rien de travailler dans ce pays, quoi. Voilà, et vous aussi, si vous êtes chef d'entreprise, salarié, et que vous avez un avis sur cette question, sur cette contribution, n'hésitez pas à nous appeler 3210. On attend vos témoignages. La météo, Peggy Broche, et comme promis, l'été de retour. Exactement, on atteint les 30 degrés au sud cet après-midi, du soleil quasiment partout. Les nuages vont résister uniquement sur les bords de Manche. Merci Peggy, météo complète à la fin du journal. RTL Midi, les auditeurs ont la parole. Et justement, tiens Peggy, pour commencer, je vous emmène à la plage, Andernos-les-Bains, en Gironde. C'est là qu'il fera le plus chaud aujourd'hui et ce sera encore mieux demain. Philippe de Maria, bonjour. C'est sympa, non? Oui, pas mal. Franchement, je ne me plains pas. Léger vent de sud, les drapeaux s'agitent mollement. Le soleil n'est pas cuisant, il réchauffe suffisamment. Jessica, venue de Mérignac. On va essayer de marcher un petit peu plus loin pour voir les petits crabes et tout ça. Grand beau temps. Grand beau temps, ouais. Pas un nuage, ça fait du bien. Par rapport à d'autres régions, on se dit on a de la chance quand même. Donc on profite, on a cette chance d'être pas loin du bassin et pas loin de la mer. Donc on pense à tous ceux qui sont dans les terres et qui peuvent pas y avoir accès. C'est sympa de votre part. C'est cool. Alors les commerçants qui vendaient encore des maillots de bain hier sont passés au pull. Une offre un peu décalée vu le beau temps. Mais Geneviève, ne baisse pas les bras. Il faut visualiser le petit blouson d'automne. Qui est en velours. Tout à fait. Ça va partir quand même ou pas? Mais bien sûr, monsieur. Toujours, le soleil aujourd'hui. Alors les terrasses, évidemment, des restaurants. Plat du jour chez Pascal. Du suprême de poulet, sauce curry avec polenta crémeuse, maison bien sûr. L'été indien est toujours un très bon plan pour le restaurateur. Bah oui, ça fait plaisir quand même. Septembre, c'est le mois où il y a les retraités, c'est une bonne clientèle normalement. On sent qu'il y a un petit ralentissement, mais s'il fait beau, ça peut repartir quoi.
Plus de 30 degrés demain et vendredi, mais gros doute sur le week-end où l'on pourrait tout aussi brutalement lâcher les t-shirts pour les polaires. Merci beaucoup Philippe de Maria, Andernos-les-Bains en Gironde. Peggy Broche, je me tourne vers vous. Le beau temps, on est d'accord, c'est pour aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus beau, demain, après-demain, et ça se gâte à partir de samedi. Exactement, et sur le nord-ouest, ça se gâte, et dimanche, malheureusement, c'est vrai qu'on aura un temps beaucoup plus gris avec des averses, et attention, les températures vont continuer de grimper jusqu'à 33 degrés dans le sud-ouest. Merci Peggy. RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. On en vient à cette nouvelle journée de mobilisation prévue demain. Les syndicats, je vous le disais, promettent un jeudi noir avec quelques 250 manifestations un peu partout en France et notamment à Nantes où l'on vous retrouve Mathieu Lopineau. Ils étaient 5000 seulement jeudi dernier. Cédric et Jean-Pierre, deux anciens gilets jaunes, avaient déjà manifesté la semaine dernière à Nantes, plutôt déçus de la faible mobilisation. Alors pour demain, ils tentent de motiver autour d'eux. Nous arrivons à échanger entre nous, que ce soit par SMS, un coup de téléphone, pour se dire, demain matin, il faut qu'on se réunisse, d'essayer de mobiliser le maximum de personnes. C'est là aussi où les choses se préparent. J'en ai eu déjà pas mal qui m'ont appelé, disant, vous venez à combien, qui disent qu'ils viendront une trentaine, qui vont covoiturer. Je dirais c'est les derniers préparatifs. Donc c'est un énorme travail d'organisation. Il faut montrer qu'on bloque. Gwen et Sylvain n'ont pas manifesté la semaine dernière, mais le couple estime que le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Alors demain, ils ne rateront pas le rendez-vous. Honnêtement, aujourd'hui, ce qui me ferait changer mon fusil d'épaule, c'est des vraies annonces, pas des petites annonces. Arrêtons de taxer les gens, arrêtons de les aider et créons-leur un revenu qui leur permette de vivre correctement. J'espère qu'il va nous écouter. C'est bon, à un moment donné, il faut arrêter. Taxer. Non, stop. Tu veux taxer, d'accord, mais taxe comme il faut. Et les bonnes personnes. Départ du cortège en centre-ville de Nantes demain à 10h30, mais des blocages sur le périphérique nantais sont peut-être à prévoir dès 6h. Mathieu Lopineau à Nantes pour RTL, ça s'annonce en effet compliqué dans les transports. Ce sera dur, vous l'entendez, avec des blocages sans doute si vous prenez votre voiture. Compliqué également dans les transports en commun, la SNCF avec un intercité sur 2 seulement, 3 TER sur 5. Bonjour Franck Hanson. Bonjour. On vous retrouve en direct de la gare de Lille où l'heure est aux arrangements de dernière minute, on va dire. Oui, parce que pour les habitués du TER nordiste, ce sera compliqué aussi. Il faudra covoiturer parfois de gré ou de force pour ceux qui peuvent. Un train régional sur 3 seulement en Nord-Pas-de-Calais, 1 sur 2 en Picardie demain. Alors Marion, employée de restauration qui habite à 20 minutes, a prévu de sortir sa voiture. Il faudra forcément prendre la voiture. On va partir un peu plus tôt pour être sûr de ne pas être bloqué dans les bouchons. Les trains sont supprimés, même pour rentrer c'est pas possible, les trains sont blindés, c'est trop compliqué. Après je soutiens le mouvement pour autant, mais c'est toujours compliqué, c'est quand nous on veut aller travailler. D'autres usagers ont décidé de poser des congés, comme Anthony qui fait le trajet quotidien Lille-Lens. Demain, je vais poser ma journée, comme ça je suis tranquille et j'ai pas de problème pour le train. Vous n'aviez pas d'autre solution? Non, aucune solution. À pied, prendre la voiture, c'est compliqué. C'était pas prévu, mais vaut mieux. Télétravail pour d'autres, cours annulés, ce sera aussi parfois l'inconnu. Je prends le train tous les jours, je prends la ligne de Béthune à Lille pour aller à la fac. Je n'ai pas trop prévu, franchement. S'il y a des trains qui sont juste en retard, je vais prendre plus tard. S'il n'y a pas de train, je vais faire revenir chez moi. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de cours demain, par exemple. Ça va être compliqué. C'est pas pratique, du coup, mais je comprends le mouvement, c'est normal. Alors selon la SNCF, le trafic des TGV Nord ne devrait pas être trop impacté, sauf retard éventuel. Les TER GV vers le littoral seront assurés à 50%. Franck Hanson en direct de Lille. Merci à vous Franck. Il y a donc ces blocages, ces grèves et puis ces manifestations. Je vous le disais, 250 manifestations. La mobilisation sera très très forte, prévient Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui parle même d'une journée noire à Paris. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Et vous êtes journaliste au service police-justice de RTL. À quoi faut-il s'attendre? Alors, très concrètement, le renseignement territorial estime entre 600 et 800 000 manifestants dans les rues de France demain, et cela sans compter la mobilisation parisienne. C'est énorme. À titre de comparaison, il faut remonter 2 ans et demi en arrière, début 2023, pour avoir un chiffre similaire. C'était lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Depuis, les mobilisations peinaient à faire le plein. À cela se rajoute donc entre 50 et 100 000 manifestants estimés à Paris. Donc, globalement, il est possible que la mobilisation atteigne le million. Le ministre de l'Intérieur déploie également un très grand nombre de forces de l'ordre, 80 000, ainsi que des lanceurs d'eau, des hélicoptères, 24 Centaures, ces énormes blindés de la gendarmerie, pour faire face. Et ce sont
les mots du ministre, à une journée hybride mélangeant cortège syndicaux classique et déclaré, manifestations sauvages, tentatives de blocage d'axes routiers et de bâtiments stratégiques, possible sabotage et jusqu'à 10 000 éléments radicaux attendus dans toute la France. Merci beaucoup Maxime Lévy, et j'en profite pour vous rappeler qu'RTL sera bien sûr sur le pont, mobilisé dès 4h30 demain matin pour vous tenir informé, pour vous faire vivre à la fois ces cortèges, mais dans 600 mètres, utilisez les deux voies de droite pour tourner légèrement à droite et rester sur A104. Ces perturbations dans le détail. Elles aussi seront en grève demain. La plupart des pharmacies afficheront porte close. 85 à 90% des officines, d'après le principal syndicat de pharmaciens. Utilisez les deux voies de droite pour tourner légèrement à droite et rester sur A104. Parmi elles, il y a cette pharmacie du 13e arrondissement de Paris où vous vous êtes rendu, Vincent Danilo. Derrière le comptoir et entre les dizaines de boîtes de médicaments, un grand écran signale aux clients que leur pharmacie sera fermée demain. Yorick Berger, professionnel depuis plus de 20 ans, les a déjà prévenus. Il participera à la grève contre la baisse des remises sur les médicaments génériques. On nous dit que ça va diminuer de 10%. Dans un an, ça va diminuer encore, et ça va se finir sans remise, ce qui fait que notre rémunération qui permet de payer nos équipes, nos charges, le loyer, etc., elle se réduit comme peau de chagrin. Et ça conduit à des licenciements. Des risques de licenciement, voire de fermeture d'officines. Et face à cette situation, les patients sont derrière leurs pharmaciens. Je trouve qu'ils ont raison parce que de toute façon, c'est pas normal de leur imposer une nouvelle tarification. Je trouve que c'est injuste et donc je les soutiens totalement. Il faut qu'ils partent en grève et je pense qu'il ne faut pas qu'ils soient seuls. Et même si on n'est pas professionnel de pharmacie, il faut soutenir les grèves en général. Mais Yorick Berger tient à rassurer ses clients pour demain. En cas d'urgence, ils pourront quand même récupérer leurs médicaments. Même si toutes les pharmacies décident de fermer, il y aura des réquisitions pour ouvrir et délivrer les médicaments en cas de nécessité. Si elle n'est pas entendue demain, la profession n'exclut pas d'autres actions chaque samedi d'ici la fin du mois. Et c'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu reçoit aujourd'hui à Matignon les oppositions, tous les partis de gauche, sauf la France Insoumise qui a refusé l'invitation. Et puis cet après-midi, ce sera au tour du Rassemblement National. Bonjour Patrick Caner. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes, je le rappelle, sénateur du Nord, président du groupe socialiste au Sénat. Ma question, elle est simple. Les socialistes vont-ils travailler avec Sébastien Lecornu ? Écoutez, ma réponse sera aussi simple. Nous avons passé plus d'une heure et demie avec le nouveau Premier ministre et nous sommes sortis en nous demandant réellement quelles étaient ses priorités. Nous avons rappelé les nôtres, d'ailleurs, qui sont très largement soutenues par les Français, puisque nous avons opéré un sondage qui est paru ce matin, qui montre que voilà, nos mesures en matière de justice fiscale, de justice sociale, de pouvoir d'achat, de plan de relance, sur les retraites, tout cela, les Français disent écoutez, ok, c'est ce qu'il faut faire pour le pays, et ça répond d'ailleurs très largement à ce que au reportage que vous venez de passer sur la colère des Français, qui est souvent basé d'ailleurs sur beaucoup de souffrance et d'injustice sociale. Donc Monsieur Lecornu ne nous a répondu sur rien. D'accord, mais alors attendez, pour qu'on comprenne bien, Patrick Caner, vous étiez 4 donc dans son bureau, 4 socialistes, et il y avait Olivier Faure avec vous, Boris Vallaud et Johanna Rolland, la maire de Nantes. Donc vous arrivez dans le bureau du Premier ministre, et là qu'est-ce qui se passe? Il vous dit qu'est-ce que vous attendez? Enfin, comment ça... Il nous a présenté, entre guillemets, sa manière de gouverner. Vous voyez, par exemple, il a dit, bon, si on peut éviter l'utilisation du 49.3, il ne faudra pas hésiter à le faire. Il reconnaît la pertinence des sujets que nous voulons voir traités en faveur des Français. Mais à aucun moment... Il ne ferme pas la porte. Il vous dit pas oui, mais il ne ferme la porte à rien. Il n'a fermé la porte à rien. Il a même rajouté une porte supplémentaire, à savoir la décentralisation, qui est chère à son cœur et aussi d'ailleurs au cœur des socialistes. C'est quand même une mesure qui était portée historiquement par notre parti politique. Mais objectivement, j'ai envie de dire, je suis pas sûr qu'il y ait une gâche sur les portes, quoi. Et donc il y a des portes, mais est-ce qu'elles vont s'ouvrir et avec quel angle d'ouverture, on n'en sait rien aujourd'hui. Vous savez, je lui ai dit, je lui ai rappelé une de ses phrases à la presse quotidienne régionale. Il a donné une interview dimanche. Il a dit, mais voilà, c'est le moment de renverser la table. Si je voulais un peu caricaturer, je dirais que pour l'instant, j'ai plutôt un tabouret devant moi qu'une table. Ah oui. Donc, mais ça veut dire que vous le sentez
passif, attentiste. Enfin, il attend peut-être la journée de demain. À aucun moment, il ne vous dit je compte sur vous. Est-ce que certains sont prêts à rentrer dans le gouvernement? Toutes ces questions-là, il ne vous les pose pas. Oh, vous savez, il a évoqué cette fable de ministre qui pourrait rentrer au gouvernement, enfin de socialiste qui pourrait devenir ministre dans son gouvernement, mais il l'a évoqué avec sourire. Il sait très bien qu'aucun socialiste, en tout cas socialiste engagé dans le Parti socialiste, ne rentrera au gouvernement. Aucun, même s'il y avait des engagements forts, par exemple la taxation des grandes entreprises et des plus fortunés. Mais soyons bien clairs, nous ne sommes pas dans une logique de coalition. Nous n'avons pas bâti ensemble un projet politique comme ça peut exister dans d'autres démocraties, je pense en particulier à l'Allemagne. Non, nous sommes une opposition, mais nous ne sommes pas une opposition infertile, pardon. Nous voulons être utiles aux Français, nous avons des propositions qui sont manifestement plébiscitées, d'autres formes de contestation existent à gauche, on le sait bien, ce n'est pas notre cas, donc nous on sera constructifs, mais d'une exigence absolue. Et juste d'un mot, il me semble juste pour les Français. Patrick Kanner, à l'heure qu'il est, vous ne nous dites pas ce sera censure quoi qu'il arrive non plus. Non, mais vraiment, en sortant de ce rendez-vous, je serais incapable de vous dire si la censure sera déclenchée à l'occasion de la déclaration de politique générale début octobre. Et d'ailleurs, nous lui avons dit, si on en reste là, ça va être compliqué quand même de lui donner notre confiance. Donc on a 15 jours pour avancer. Il nous a dit en concluant que voilà, on le reverra puisqu'il, comme il n'y a que des ministres démissionnaires, donc on ne négocie qu'avec le Premier ministre en poste. Donc ce sera peut-être début de semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. Mais ce qui est certain, c'est que là, puisqu'on est resté sur vraiment les grands sujets généraux, sans rentrer dans le détail, il faut que la semaine prochaine, s'il doit y avoir une rencontre, on rentre dans le dur. Je peux vous dire que si on rentre dans le dur, nous serons extrêmement forts et vigilants sur ce qui est possible, souhaitable, et ce que nous pensons nécessaire pour les Français. Merci beaucoup Patrick Kanner d'avoir été avec nous, président du groupe socialiste au Sénat, et vous étiez donc reçu ce matin par le Premier ministre. Cet après-midi, c'est donc le Rassemblement national qui sera reçu à Matignon, le RN, qui est tiraillé, lui, sur la position à adopter, censure ou pas. Les électeurs, en tout cas, sont loin d'être tous sur la même ligne, Julien Faudra. Oui, si Marine Le Pen et Jordan Bardella acceptent de se rendre à Matignon, c'est peut-être parce qu'ils savent que leurs électeurs sont partagés. Ça sert à rien. Donc pas de discussion possible. Non, pas du tout. On va le faire tomber avant qu'il fasse quelque chose. Il faut vivre en bonne intelligence. Donc pas de censure automatique? Non. Une trouille au RN, être associé à la France Insoumise et à la censure automatique voulue par Jean-Luc Mélenchon. C'est d'ailleurs pour ça que ce jeune agriculteur RN supplie son parti de discuter, peur de l'instabilité. Il faut absolument discuter. Quand le RN a fait tomber les gouvernements précédents, ça vous a peiné? Oui, ça m'a peiné, oui. Je pense à tous ces Français qui sont dans l'incertitude. Sauf que Marine Le Pen, elle, a chauffé son public. L'exécutif, un attelage sans chevaux, dit-elle. Faut changer. On a un tout nouveau de Premier ministre, faut déjà changer. Non, c'est un macroniste, il faut une cassure. Vous voudrez mieux les censurer de suite, qui nous remplissent la tête avec des promesses que ça ne aboutira à rien. Soit c'est la rupture, soit c'est la censure, répète Marine Le Pen, en sachant très bien que Sébastien Lecornu ne rompra jamais avec Emmanuel Macron, qui vient de le nommer. Les explications de Julien Faudra. Et parmi les sujets sur la table des discussions, l'idée d'une taxation des plus riches et des grandes entreprises. C'est un sujet dont on vous parle depuis plusieurs jours. Fait nouveau, cette idée, elle est soutenue publiquement, et c'est assez rare pour le souligner, par un grand patron, Pascal Demurger. C'est directeur général de la Maïf. Il était ce matin l'invité d'RTL. Je pense qu'on est dans une situation dans laquelle il faut impérativement que tout le monde contribue. Pour mon entreprise, moi je suis prêt, bien sûr, à une contribution plus forte. On ne peut pas demander un effort à l'ensemble des Français si soit ceux qui possèdent le plus, soit les grandes entreprises ne contribuent pas à cet effort. C'est non seulement injuste, inéquitable, mais c'est par ailleurs extrêmement dangereux. On alimente en faisant cela une colère sociale qui est tout à fait compréhensible. Donc vous êtes un patron qui nous dit ce matin, taxez-nous. Je dis oui à une taxe, c'est clair. Sur la taxe Zuckman telle qu'elle est proposée, il y a peut-être des ajustements à faire, des discussions à avoir.
Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf sur RTL. Ce matin, il était l'invité de Thomas Soto. Et vous, qu'en pensez-vous? Que vous soyez chef d'entreprise ou pas, faut-il faire contribuer tout le monde à l'effort? Et si oui, comment, sous quelle forme? J'attends vos appels au 3210 ou via l'application RTL. Vous cliquez sur l'onglet Réagir. 12h47 sur RTL. Dans un tout petit instant, on part pour la Grande-Bretagne où Donald Trump est actuellement en visite. Il vient y faire des affaires, mais aussi taper sur les doigts des Britanniques. À droite, il y a Bobigny. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes. Dans un monde où les crises se multiplient, avec Géodis, ça passe ou ça passe. Alors que les chaînes d'approvisionnement se réinventent en permanence, grâce à ces solutions logistiques innovantes, Géodis s'assure que vos marchandises arrivent à bon port. Géodis, a better way to deliver. Anticipez la facture électronique. Avec les solutions de gestion Sage, vous êtes déjà prêt. La mise en conformité est simple et se fait en toute sérénité. Vous bénéficiez des avantages de l'automatisation et de la dématérialisation. Vous accélérez les délais de paiement pour une trésorerie optimisée. Votre solution déjà conforme intègre sans surcoût la plateforme de dématérialisation de Sage. C'est simple et fluide. Solution de gestion Sage augmentée à l'IA. Voir conditions sur notre site. Amandine Bégaud. RTL Midi, les auditeurs ont la parole. Et il est 12h51 sur RTL et on va surveiller de près cette visite de Donald Trump au Royaume-Uni. Le président américain est arrivé hier soir pour une visite d'État. Il est attendu d'un moment à l'autre à Windsor où il doit être reçu par le roi Charles III. Donald Trump qui vient faire des affaires. Un laboratoire britannique annonce avoir déjà investi 30 milliards d'euros aux États-Unis pour les 5 prochaines années. D'autres seront annoncés, d'autres investissements dans la soirée. Et puis le président américain vient aussi dire aux Britanniques qu'il n'apprécie pas que le Royaume-Uni, comme la France d'ailleurs, reconnaisse un État de Palestine. Du cinéma à présent et un film à ne pas rater cette semaine, c'est Respire, film avec Audrey Fleurot et Danny Boone. Il sort aujourd'hui. Tous deux jouent le rôle de deux parents divorcés qui découvrent que leur fils de 16 ans est atteint d'une maladie rare et va perdre la vue. C'est une dégénérescence des cellules de la rétine. Ça se perd. Malheureusement, non. Moi, je pars en vacances en fait en ce moment. Ça ne vient pas si on décale de quelques jours, j'en sais rien. Chris, on peut pas faire ça. Donc on va où? On peut aller au Brésil, au Mexique. Périgord, Puy-de-Dôme. Une histoire qui rappelle celle d'Edith. 3 de ses 4 enfants souffrent d'une maladie dégénérative et deviendront aveugles à terme. Morad Jabari, vous avez pu échanger avec elle. Et le premier choc pour la maman arrive un soir d'été avec la petite Mia. La maman lui demande de regarder les étoiles. La grande ours, âgée de 3 ans, Mia ne voit rien du tout. Après plusieurs années d'errance médicale, un diagnostic tombe. 3 de ses 4 enfants souffrent d'une maladie dégénérative de la rétine et à terme, ils seront aveugles. C'était un grand choc. C'est vraiment un deuil à vivre. Quand on a un enfant, souvent, on s'imagine un certain futur, on a des idées, puis là, tout d'un coup, on doit tout repenser. La première étape, c'est d'accepter, et après, c'est de se mettre en action. L'action, dans un premier temps, c'est de leur faire apprendre le braille, mais les enfants voient encore trop bien. Les médecins conseillent à la maman de leur créer une mémoire visuelle à travers des livres, en leur montrant, par exemple, des images d'animaux. Et là, Edith se dit que c'est vraiment trop bête. On a voyagé pendant 15 mois et on a fait 15 pays. On est vraiment parti avec l'idée de leur montrer des beaux paysages, de remplir la mémoire visuelle, des paysages extraordinaires, voir comment mes enfants aujourd'hui, ils sont beaucoup plus résilients, ils sont capables de s'adapter. On a passé 15 mois avec des épreuves, ça a été vraiment très riche en souvenirs, en images et en rencontres. 3 ans plus tard, les 3 enfants perdent la vue un peu plus chaque jour. Mais de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique du Sud, la maman a réussi à imprimer la beauté du monde dans les yeux de ses enfants. Merci beaucoup Morad Jabari. Si vous aussi vous avez été confronté au handicap, qu'il a débarqué comme ça du jour au lendemain dans votre vie, racontez-nous, n'hésitez pas à témoigner. On attend vos appels au 3210 ou sur l'application RTL. Et le titre de ce film avec Audrey Fleurot et Danny Boone, c'est Regarde, film donc qui sort aujourd'hui. Du foot, après la défaite de l'OM hier soir 2-1 sur la pelouse du Real Madrid, c'est le PSG qui entre en lice ce soir en Ligue des Champions. Ce sera face à l'Atalanta Bergame à 21h. Match à suivre en intégralité sur RTL.fr et sur l'application RTL avec Eric Silvestro. Et puis près
24 heures après la mort de Robert Redford. Je souhaitais vous entendre, vous, auditeurs. Quel est le film que vous préférez? Quel souvenir gardez-vous de lui? Et encore, vous nous appelez au 3210 pour rendre un hommage à Robert Redford. J'adorerais changer les choses, non? Je veux que mes clients apprennent à lire. Mec qui couille. Mon immeuble, ma ferme. On est très possessif à ce que je vois. J'ai payé le prix pour tout ce qui est à moi. Et peut-on savoir ce qui est Radar fixe à 500 mètres. à vous? Nous ne possédons rien sur Terre-Terre et nous sommes de passage, c'est tout. Radar fixe à 300 mètres. Voilà, et ça c'est un extrait de l'un des films les plus célèbres dans lequel avait joué Robert Redford. Radar fixe à 100 mètres. Au South Africa. Robert Redford, je vous le rappelle, disparu hier à l'âge de 89 ans. J'attends vos anecdotes aussi. Tiens, peut-être, je sais pas, que vous l'avez rencontré à un moment ou à un autre. N'hésitez pas à nous appeler au 3210. J'allais dire, il est bientôt 12h56. Voici la météo. Voici la météo. Avec vous, ma chère Peggy. Bon, c'est de mieux en mieux, on est d'accord. Et côté ciel et côté température. Exactement, parce que là, les nuages au nord sont en train de s'évacuer. Ça prend un petit peu de temps, c'est vrai, mais cet après-midi, on aura du soleil quasiment partout. Je dis quasiment parce que ça restera tout de même nuageux sur les bords de Manche avec du vent. Donc, partout ailleurs du soleil et des températures qui remontent. 20 degrés cet après-midi à Brest, 22 à Lille, 24 à Paris comme à Nantes et Tours, 25 degrés à Nevers. Il en faisait 7 ce matin, une forte amplitude thermique, 26 à Lyon et Nice. C'est pas très pratique, hein, quand même. Ah bah non, on fait le lion, on est des couches, voilà, et on enlève au fur et à mesure que la journée avance. 27 à Limoges, 29 à Bordeaux comme à Biarritz, Toulouse, Montpellier, Marseille, 30 à Perpignan et Tarbes et 31 la maximale cet après-midi à Lille. Bon, vous restez avec nous dans quelques petites minutes, vous nous direz comment se dessine la fin de la semaine, justement. Elle est belle tout de suite. Amandine Bégaud. RTL Midi, les auditeurs. Dans un monde où les crises se multiplient, avec Géodis, ça passe ou ça passe. Alors que les chaînes d'approvisionnement se réinventent en permanence, grâce à ces solutions logistiques innovantes, Géodis s'assure que vos marchandises arrivent à bon port. Géodis, a better way to deliver. Selon RTL dans l'écho, aujourd'hui à 8h58. Carrefour. Quand vous me dites, alors moi le ménage c'est pas vraiment mon truc. Du coup si je pouvais aspirer et laver en même temps, ce serait déjà ça de gagner. Eh bien c'est le mois Monopoly chez Carrefour. Et avec 80 € de remise immédiate, l'aspirateur balai laveur Medec est à 99,99 € au lieu de 179,99 €. Et c'est jusqu'au 28 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Référence MD 77 0W, garantie légale 2 ans, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. RTL Matin. À 8h43, ils sont là tous les deux, le docteur Jimmy Mohamed et Olivier Dauvert qui va nous parler conso. Donc demain, c'est une grande journée de mobilisation, ça va être compliqué de se déplacer, ça va être compliqué de faire ses courses. Et vous pouvez déjà nous annoncer quelles conséquences ça aura sur la consommation. Oui, parce que la question qu'on peut se poser finalement assez simple, c'est les grèves, les manifestations, les blocages ont-ils un effet sur notre consommation? Oui. La réponse, elle est simple. Oui, il y a un effet. On parle de santé. Oui, non, pas du tout. Radar fixe à 500 mètres. Parce que je vais vous donner des chiffres et je vais vous révéler le bilan de la journée Blocontou. C'était juste mercredi dernier, donc ça y est, on a un peu de recul. Eh bien, Radar fixe à 300 mètres. Oui, on a boudé les commerces dans les enseignes de grande distribution, par exemple. Excusez-moi. Radar fixe à 100 mètres. Les ventes ont reculé de 10% sur la journée de mercredi. C'est l'Institut d'études Circana qui a calculé ça. Et le pire, c'était un hypermarché. Là, les plus grandes surfaces qui sont plus difficiles d'accès. Là, les ventes se sont effondrées de 21%. Donc, vous voyez, moins 21 dans les hyper, moins 10 en moyenne dans le commerce. Mais, ça n'a pas tant pénalisé les enseignes que ça, parce qu'en fait, les consommateurs en avaient anticipé. Et la veille de Blocontou, eh bien, le mardi en l'occurrence, les ventes s'étaient envolées de 14%. Oui, donc on achète la veille ou le lendemain. En général, on a des stocks de papier toilette et de riz, on sait, on est français. Donc vous dites que ces journées, elles ont assez peu d'effet. Eh bien oui, l'effet, il est annulé par l'anticipation des consommateurs. Oui, le jour J, on consomme beaucoup moins, mais comme la veille, on a consommé plus. En fait, c'est de la même manière, on sait que ces journées-là, en fait, elles sont pas bonnes pour le commerce en tant que tel, mais la veille, on va faire les courses pour 2 jours. Donc en réalité, ça compense largement. Et c'est assez banal, figurez-vous, parce que ça arrive chaque veille de jour férié. Et les
supermarchés, ils en ont l'habitude. On a quand même 11 jours fériés en France tous les ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas un débat dangereux. Pas du tout. Le sujet, il n'est pas sur le nom. Dans 3 km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie A4 en direction de A104, A5. Pour 2 jours, il est sur le fait que les enseignes ont l'habitude de s'organiser. Ils prennent du stock en amont. Exactement, donc à chaque fois c'est le même processus. Les magasins, ils augmentent les commandes le jour précédent. On remplit un peu plus les camions que d'habitude. On remplit un peu plus les réserves que d'habitude. Et normalement, ça passe sans grande difficulté. La preuve encore la semaine dernière. Bon, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ces jours de grève n'embêtent pas tant que ça l'économie des hyper. Non, si ça ne dure qu'un jour, ça les embête pas vraiment. Alors il faut faire un peu de gymnastique la veille, je vous l'ai dit, parce qu'ils en ont en fait l'habitude. Mais dès que ça dure 2 ou 3 jours à suivre, là pour le coup c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de produits sur lesquels les stocks fondent vite. C'est le cas des produits frais, de l'ultra frais. Si on prend par exemple les fruits et légumes ou le poisson, on doit être livré tous les jours ou au pire tous les 2 jours. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, ça va vite devenir compliqué si ça dure plus qu'une seule journée. En fait, la vraie crainte des supermarchés sur une journée comme demain, c'était le cas la semaine dernière, notamment en ville, ce sont les violences. Et c'est pour ça que désormais on voit des images qui sont surréalistes quand on a un peu d'histoire de la consommation dans sa tête. C'est que dès aujourd'hui, on va avoir des magasins qui vont se barricader, qui vont mettre des palissades en bois sur les vitrines. Et ça les inquiète beaucoup plus que la chute des ventes demain qui sera compensée par l'augmentation aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Levert. Puisque vous refusez de faire les courses demain, jour de mobilisation sociale, on va les faire avec le docteur Jimmy Mohamed. Hein, Jimmy? Ça va beaucoup mieux. On s'inquiétait. Et Olivier nous en parlait hier, à juste titre, des pesticides, notamment autour des vignobles hier. Mais il y a un ralentissement de 5 minutes sur N104 dans les 5 prochains kilomètres. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide. S'ils ne sont pas les seuls à nous vouloir du mal, ce matin, vous avez donc décidé de déclarer la guerre à tous ces polluants invisibles qui nous entourent et qu'on avale sans le savoir. Oui, on va commencer avec ce qu'on boit, puisqu'on ne se rend pas compte, mais on boit des contaminants, des toxiques tous les jours, à commencer par la bouteille d'eau. La bouteille d'eau en plastique, elle libère de toutes petites particules, on parle de nanoplastiques qui vont se retrouver dans l'eau, qu'on va ingérer. 80% des bouteilles d'eau, malheureusement, sont contaminées par ce microplastique, donc il faudrait éviter d'acheter de l'eau en bouteille. Alors on va dire c'est peut-être mieux avec... Mais juste, est-ce qu'on sait si quand on remplit une bouteille d'eau en plastique avec une autre eau, ça pose problème ou pas? On a entendu des choses comme ça. Alors il y a parfois l'eau qui compte. Dans 500 mètres, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie A4 en direction de A104, A5. Contaminée en tant que telle, mais avec le temps, la bouteille d'eau en plastique, elle se dégrade. Et quand elle se dégrade, elle libère des microparticules. Ensuite, il y a aussi un scandale à propos des bouteilles en verre qui seraient encore... Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie A4. Plus contaminé, jusqu'à 50 fois plus de plastique dans une bouteille d'eau en verre. Pourquoi? À cause de la capsule qui est composée de... Continuez sur A4 pendant 3 km. Peinture, et cette peinture, elle est libérée dans l'eau qu'on va boire. Donc, dans 3 km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A5, Lyon. Les industriels auraient intérêt à changer ces bouchons qu'on trouve puisqu'elles contaminent notre eau. Et puis, on se dit que la canette, elle est épargnée puisque c'est de l'aluminium. Or, à l'intérieur, on a un revêtement en plastique fait d'une résine époxy dans laquelle on avait avant du bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien qui est interdit. Il a été remplacé par d'autres bisphénols, le bisphénol S, le B, mais qui sont tout aussi dangereux. On attendra quelques années avant de les interdire. Donc, lorsqu'on boit dans une bouteille d'eau en plastique, en verre ou même avec une canette, on absorbe le plastique. Non, c'est pas très encourageant. C'est une canette trop vieille, ça a un goût. Radar fixe à 1000 mètres. Ah ben elle libère des... elle part à la poubelle. J'ai découvert quelque chose, j'ai une bouteille pour faire de l'eau gazeuse, vous savez, en cheat là. Et bien que ces contenants-là se périment aussi. Mais je vous jure, il y a des dates limites sur les bouteilles. Moi j'ai arrêté de manger et de boire. Bon, un petit peu. Bon, justement, on va passer aux toxiques qu'on pourrait avaler. Oui, vous savez, quand on va chez le traiteur, on a souvent une petite barquette en plastique qu'on va faire réchauffer au micro-ondes. Oui. Radar fixe à 500 mètres. Ne faites jamais ça. La barquette en plastique, elle va à la poubelle et vous transférez tout dans un Tupperware, dans une petite boîte en verre, puisque le plastique, lorsqu'il va être chauffé, il va libérer des microparticules qui vont se retrouver dans l'alimentation que vous allez ingérer. Donc pas... Radar fixe à 100 mètres. De récipient. La barquette du traiteur chinois qui met au micro-ondes, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Elle doit aller dans un truc en verre, sinon vous mangez du plastique. On a aussi un problème avec les revêtements intérieurs des poêles qui contiennent des PFAS. Lorsque le revêtement intérieur d'une poêle est abîmé, la poêle doit aller à la poubelle. Dès que c'est rayé, ces poubelles, ça libère des toxiques. Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être des poêles en acier inoxydable. Mais vous en achetez une, elle dure 15 ou 20 ans et vous êtes tranquille. Et vous savez que l'acier inoxydable ne libère pas de microparticules. Ça, c'est de la Goskina, non? Dans 600 mètres, utilisez les 2 voies de droite
pour prendre la sortie N104 en direction de A5, Lyon. C'est une marque, effectivement, c'est Christelle. Christelle, ça coûte de l'argent, mais on investit. Les spatules également, privilégier les spatules en bois ou en acier, puisque le plastique de la spatule... Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104, puis utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la bretelle en direction de N104. Se retrouve dans notre alimentation, et d'une manière plus générale, les produits ultra transformés, il y a tous un film plastique, vous mangez du plastique, donc bannissez les produits ultra transformés. On peut pas boire, on peut pas manger, est-ce qu'on peut respirer quand même? Ça dépend, en fait, parce que c'est... Utilisez les 2 voies de gauche pour prendre la bretelle en direction de N104. À la maison, il y a de la poussière, c'est... Continuez pendant 22 km. Normal. Or, les perturbateurs endocriniens se fixent sur la poussière. Donc, pour lutter contre les perturbateurs endocriniens à la maison, il faut aérer tous les jours, même lorsqu'il fait froid. Il fait bon en ce moment, tant mieux. Passer le balai pour se débarrasser des perturbateurs endocriniens. Et je terminerai avec ça. Dans pas mal de logements, notamment les logements HLM, on a du PVC, du lino. Sauf que quand il fait froid en hiver, vous mettez le chauffage au sol. Ça libère des particules de phtalate. Ça augmente le risque d'asthme chez les enfants. Là, il n'y a pas de solution. Il faut changer le lino. C'est simple. Il faut éviter le lino dans la chambre. On a un chien. Alors, c'est vrai qu'on rigole, on pense que tout ça est très contraignant, mais on a fait des études chez les femmes enceintes et on a analysé le cordon ombilical et le placenta des bébés. Dans quasiment 100% du temps, on retrouve des perturbateurs endocriniens. Donc on s'empoisonne. Je vous donne quelques conseils, vous en faites ce que vous voulez. Non mais c'est bien, mais je trouve que la barquette en plastique, on l'a tous fait des dizaines de fois, il suffit de le transvaser. Truc en verre, biberon en verre aussi pour les bébés. Si ça casse, c'est pas grave, on en rachète. Il a ramené sa cuisine. Il y a votre femme qui doit chercher sa poêle à la maison. Putain, où j'ai foutu ma spatule. Je ne sais pas qui a laissé rentrer Philippe Cabriel. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h05. Ma petite chérie, je viens d'avoir ton message. Ton père et moi, on est désolés pour l'inondation du magasin. Bon, ce que je te conseille, c'est de venir à la maison. Tu pourras te reposer, penser un peu à autre chose, et puis surtout à ta reconversion. Parce qu'on se disait avec ton père, un magasin, c'est lourd quand même. Quand on est pro, on a besoin de conseils de pro. Alliance, c'est 1800 agents qui connaissent votre métier pour vous proposer des solutions adaptées. Alliance, avec vous de A à Z. BFM Business et RMC Découverte présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business, avec Laure Closier. 5h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bonjour à tous et bon réveil. C'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Chine est-elle un ennemi ou un ami du commerce français? On croyait avoir répondu à cette question vu le nombre d'enseignes de prêt-à-porter sur le carreau, mais renversement de situation. Pimki signe un partenariat avec la fast fashion chinoise. Le groupe va commercialiser des produits Pimki, baiser de la mort ou opération de la dernière chance. La Fédération française du prêt-à-porter féminin crie à la provocation ultime. Vous l'entendrez à 6h30. 7h10, est-ce qu'il faut se jeter dans les bras de Chine? Débat entre Emmanuel Le Chypre et Jean-Marc Daniel. 8h30, Quentin Ruffa, porte-parole de Chine en France, viendra défendre son opération séduction. L'actualité des entreprises et Nestlé qui s'enfonce dans les problèmes de gouvernance. 2 directeurs généraux en un an et donc ce matin un nouveau président du conseil d'administration puisque Paul Bulc a démissionné hier soir. Nestlé est-elle devenue une entreprise impossible à diriger? On en parle à 6h30. L'actualité est aussi avec Léo Dumas. Bonjour Léo. Bonjour Laure, bonjour à tous. Les titres de ce matin. Sébastien Lecornu reçoit le Parti Socialiste aujourd'hui à Matignon. La réponse d'Arthur Mensch à Éric Coquerel, on l'entendra dans ce journal. Et puis une salle, mais 2 ambiances entre Ursula von der Leyen et Mario Draghi. Le nouveau patron d'ADP sera avec nous à 7h45. Philippe Pascal nous donnera sa feuille de route dans un contexte budgétaire où c'est clair, on cherche de l'argent partout. Pourquoi pas dans les participations de l'État, l'État qui a 50% d'ADP. Good Morning Business, c'est parti. Votre rendez-vous avec Cégide, les solutions de gestion IA pour élever votre potentiel. Cégide, ouvrir les possibles. Votre rendez-vous avec le Mazda CX-30. Mazda, l'excellence du savoir-faire japonais. Au quotidien, prenez les transports en commun. Good Morning Business, le journal. Sébastien Lecornu est sous pression à la veille de la grande journée d'action des syndicats. C'est un jeudi noir qui s'annonce, une mobilisation massive de l'ordre de celle contre la réforme des retraites en 2023. Environ 800 000 manifestants sont annoncés à travers le pays avec des syndicats à la manœuvre pour contester les mesures budgétaires de l'ex-premier ministre. Alors avant le jeudi noir, voilà un mercredi décisif pour le nouveau chef du gouvernement. C'est aujourd'hui qu'il reçoit le PS à Matignon. Les socialistes qui ont une longue liste d'exigences, alors un éventuel compromis inquiète les milieux économiques. Caroline Morisseau.
Quel sera le prix de la stabilité? Matignon a déjà acté une première concession, pas de suppression de 2 jours fériés, une mesure qui devait rapporter un peu plus de 4 milliards d'euros. Le Premier ministre serait prêt aussi à renoncer à la réforme de l'assurance chômage qui est censée rapporter un peu plus de 2 milliards d'euros par an. Ce n'est pas sa priorité, nous disent plusieurs responsables syndicaux. À l'inverse, personne n'imagine qu'il ira jusqu'à suspendre la réforme des retraites. Je n'y crois pas, nous dit un responsable syndical. Il va se contenter de reprendre les quelques points sur lesquels s'étaient mis d'accord patronat et syndicats. Baisse de l'âge d'annulation de la décote ou amélioration des pensions pour les femmes. C'est l'un des derniers totems d'Emmanuel Macron et cela enverrait un très mauvais signal aux investisseurs étrangers, prévient un patron du CAC 40. Dernier gros sujet d'inquiétude, la mise à contribution des plus aisés. Le patronat croise les doigts pour que l'appareil productif soit épargné. Ils ne veulent ni de la taxe Zuckman, ni d'une taxation des dividendes, ni d'une remise en cause du pacte du Treil, mais ils n'ont obtenu aucune garantie. Et côté patronal, justement, après le MEDEF et une partie de la French Tech qui se sont montrés fermement opposés à la taxe Zuckman ou à une hausse des contributions, voilà un autre son de cloche côté petits artisans, Michel Picon de l'UDP, qui lui nous dit en sortant de Matignon que tout le monde doit contribuer à l'effort. Moi, je ne défends pas les mêmes intérêts que le MEDEF. Moi, je défends les intérêts de ceux qui, tous les matins, se lèvent pour aller bosser, qui bossent dur, qui jouent leur vie, qui jouent leur patrimoine personnel. Et je pense que tous ceux qui, vous savez, ces menaces de dire on va quitter le pays, si vous me prenez 1 euro de plus, je m'en vais. Tout ça me fait beaucoup de peine parce qu'on aime son pays. Et moi, le boulanger, demain, même si on le met un petit peu à contribution, il n'ira pas faire son peine en Belgique ou dans un paradis fiscal. Chacun doit faire un effort aujourd'hui, y compris les entreprises dans leur demande de soutien public. Voilà, Michel Picon qui dit aussi hier avoir exprimé son scepticisme sur la taxe Zuckman au Premier ministre et que Sébastien Lecornu a partagé son analyse sans se livrer pour autant sur sa décision. Alors sur la taxe Zuckman, justement, la réponse d'Arthur Mensch à Éric Coquerel. Oui, le député insoumis est président de la commission des finances qui défendait sur BFM Business ce dispositif qui taxe le patrimoine professionnel, y compris quand l'entreprise concernée ne gagne pas d'argent, ce qui est le cas donc de Mistral AI, la pépite française de l'IA. Alors écoutez ce qu'en dit son fondateur Arthur Mensch hier soir aux 20h. Je pourrais évidemment pas payer. On fait des levées de fonds, ça valorise l'entreprise et ça ne correspond pas nécessairement à une liquidité. Moi, je suis plutôt convaincu qu'il faut plus de justice fiscale en France. Et alors évidemment, il y a un sujet de comment on écrit la loi pour que ça fonctionne. Il y a toujours une tension entre la redistribution dont on a besoin et l'innovation. Et ce qui compte, je pense, c'est la manière dont on doit penser ce débat, et il faut le penser de manière modérée, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs aujourd'hui, c'est-à-dire pas nous, mais ceux qui démarrent leur entreprise aujourd'hui, se disent que la France est le bon endroit où créer leur entreprise. Arthur Mensch, qui était donc hier au journal télévisé de France 2. Dans cette quête de compétitivité, on a fêté les 1 an du rapport Draghi hier à la Commission européenne. Oui, les fameuses 383 recommandations pour booster l'Europe. Et c'était donc l'heure du premier bilan à Bruxelles avec une conférence commune de Mario Draghi et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission qui a voulu défendre son action, visiblement sans convaincre Mario Draghi, Justine Bassogne. À Bruxelles, un même pupitre, mais 2 ambiances. Ursula von der Leyen, 9 mois après le début de son second mandat, 12 après la remise du rapport Draghi, a reconnu des échecs, des difficultés, mais aussi beaucoup de progrès, notamment dans l'intelligence artificielle. Nous sommes à la hauteur de L'Europe n'est pas seulement un challenger, c'est un chef d'entreprise dans de nombreux domaines qui vont définir la course à l'intelligence artificielle. Quelques minutes plus tard, Mario Draghi vient jeter un froid. Il rappelle ces chiffres implacables. L'année dernière, dans l'innovation sur l'IA, les États-Unis ont développé 40 modèles, la Chine 15, l'Europe 3 seulement. Plus largement, l'ancien président de la BCE fustige les lenteurs de Bruxelles. Les citoyens et les entreprises européennes considèrent que nous ne sommes pas en mesure de suivre le rythme des changements qui s'opèrent ailleurs. Ils sont prêts à agir, mais craignent que les gouvernements n'aient pas saisi la gravité de la situation. Trop souvent, des excuses sont avancées pour justifier notre lenteur. Résultat, selon Mario Draghi, l'Europe est comme bloquée. Elle n'avance pas dans la plupart de ses projets. L'indépendance énergétique, l'électrification automobile ou encore le marché unique. Une inaction qui remet en cause la souveraineté européenne. C'est l'existence même de l'Europe, insiste Mario Draghi, qui est en jeu. Et puis Ursula von der Leyen a aussi échangé avec
Donald Trump hier et dans la foulée, elle annonce qu'elle va proposer de réduire plus rapidement la dépendance européenne aux énergies russes. Elles doivent pour l'instant être éliminées qu'en 2028. Un coup d'accélérateur est donc prévu dans le 19e paquet de sanctions contre Moscou qui inclura aussi des mesures contre les banques et les crypto-actifs. Et puis Donald Trump lui est arrivé au Royaume-Uni dans la soirée pour 2 jours de visite d'État et déjà l'officialisation d'un nouveau pacte technologique majeur entre Londres et Washington. 42 milliards de dollars d'investissement à la clé en Grande-Bretagne, dont 30 milliards de Microsoft. Et pourtant des dépenses mondiales en recherche et développement qui n'ont jamais été aussi faibles, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, c'est ce que me dit l'indice annuel de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les entreprises ont largement réduit leurs investissements ces dernières années et c'est l'inflation qui est en cause, Hélène Cornet. Les taux de croissance en recherche et développement sont les plus bas enregistrés depuis 2010, l'année qui a suivi la crise financière. 2,9% en 2024, 2,3% attendu cette année. On est bien en dessous de la moyenne de 4,6% sur la dernière décennie. L'OMPI met en avant l'inflation toujours élevée qui contraint le budget des entreprises, mais pas seulement. Le financement n'est plus aussi abondant qu'avant. Le nombre d'opérations de capital risque a encore diminué l'an dernier de 4,4% à l'échelle mondiale pour la 3e année consécutive. Les investisseurs restent prudents. Seul le secteur de l'intelligence artificielle générative échappe à la tendance. Un vrai souci pour l'innovation de demain, s'inquiète l'organisation qui espère que la baisse attendue des taux d'intérêt fasse repartir les dépenses. C'est la Suisse toujours qui reste en tête du classement, suivie par la Suède et les États-Unis. Pour la première fois, la Chine se classe à la 10e place des pays les plus innovants, devant la France au 13e rang. Une alerte sur le germanium. Oui, c'est l'un des métaux parmi les plus cruciaux dans l'industrie de la défense. Sans lui, par exemple, pas de lunettes de vision nocturne. Mais problème aujourd'hui, la Chine, qui en est le principal producteur, ne veut plus en exporter. La filière militaire occidentale s'en inquiète, Erwan Maurice. Il faut remonter à 2023 pour comprendre cette décision. À l'époque, l'administration Biden impose un embargo sur les ventes à la Chine de puces électroniques dans le but de freiner son développement dans l'intelligence artificielle. Ce qui ne plaît pas du tout à Pékin, qui en guise de réponse décide donc de restreindre les ventes de germanium, dont elle détient plus de 80% de la production mondiale. Résultat, les exportations s'effondrent de près de moitié sur un an vers les États-Unis et les prix flambent. Alors qu'un kilo s'échangeait contre $1000 il y a 2 ans, il faut payer jusqu'à 5 fois plus cher aujourd'hui. Les négociants parlent de situation désespérée, impossible pour certains de mettre la main sur ce précieux métal depuis maintenant 6 mois, d'autant que la Russie, autre fournisseur, n'a plus le droit d'exporter depuis l'invasion de l'Ukraine. Alors pour faire face à cette crise, certains industriels comme l'américain Lockheed Martin choisissent de s'approvisionner directement auprès des producteurs en court-circuitant les intermédiaires. À plus long terme, l'Europe comme les États-Unis travaillent à développer leur propre outil industriel. Radar mobile à 500 mètres. Puis dans la sidérurgie, une offre indienne pour reprendre la division acier de ThyssenKrupp, le plus grand sidérurgiste allemand. Radar mobile à 300 mètres. La proposition vient de Jindal Steel International et elle promet de maintenir la production en Allemagne. Le groupe dit Radar mobile à 100 mètres. Cette approche avec attention alors qu'il menait jusqu'ici des discussions avec Daniel Kretinsky. Et puis les Japonais Nissan et Mitsubishi confirment qu'ils vont produire de nouveaux véhicules chez Renault à Douai. C'est une première d'ailleurs pour Mitsubishi qui fabriquera donc dans le Nord son nouveau Eclipse Cross 100% électrique pour le marché européen. Le modèle sera dévoilé aujourd'hui pour un lancement à la fin de l'année. Il est 6h09 sur BFM Business, sur AMC Découverte, la bourse. Oui, ça se passe du côté de Hong Kong et ça profite notamment à l'indice Hang Seng qui prend 1,5%. Figurez-vous que Baidu est porté par des annonces concernant l'intelligence artificielle. La tech chinoise qui essaie de prendre sa revanche par rapport à la tech américaine. Elle a du retard certes, mais elle a quand même une très bonne dynamique ces derniers jours. D'autant plus que vous voyez de plus en plus d'acteurs chinois qui n'achètent plus de la tech américaine mais de la tech chinoise. C'était notamment il y a quelques heures des informations de Reuters qui évoquaient que la dernière puce de Nvidia sur le marché chinois ne rencontrait pas un franc succès dans le sens où les acteurs chinois achètent la technologie locale. Du verre également donc ce matin sur la place de Shanghai, également de Shenzhen, un ensemble des marchés asiatiques qui surperforment Wall Street, qui figurez-vous a clôturé sur une petite baisse hier. Le Dow Jones a perdu 0,3%, le Nasdaq était proche de l'équilibre, idem pour le S&P 500. Radar fixe à 300 mètres. Un peu de prudence forcément
ça a profité à la valeur qui a pris 1,5% hier soir à la clôture. Merci Étienne, on se retrouve à droite, dans un instant. Le pitch, un outil pour regrouper ses assurances, évidemment pour faire des économies. Et tout de suite. Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés. Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logement pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le Code de la mutualité. Good Morning Business, le pitch. À 6h15 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Le pitch, ce matin, c'est avec Tristan de la Martinière. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Jiva. 1 minute pour pitcher et on débrief. Merci. Alors, les Français ont 3 à 7 contrats d'assurance par ménage et souvent répartis entre plusieurs assureurs, mutuelles, banquiers, parfois en direct. Et quand on fait la somme de tous ces contrats d'assurance, à la fin, le budget global d'assurance, il est assez conséquent dans le budget global des ménages. Et pourtant, il y a un vrai moyen de redonner du pouvoir d'achat aux Français, c'est de regrouper l'ensemble de ces contrats chez un seul assureur. Et c'est pour ça qu'on a créé Jiva. En fait, Jiva, c'est une plateforme qui vise à regrouper des contrats d'assurance pour économiser de l'ordre de 15 à 30% sur les différents coûts d'assurance. Et ça, sans perte de garantie. C'est 500 à 1500 euros d'économie, parfois plus, par an. Et pour finir, je dirais que les 3 piliers de la force de la proposition de valeur de Jiva, c'est on est gratuit, on est sans engagement et on prend pas de temps au client. Donc essayez-nous. Mais cette contrat d'assurance, donc la maison, la voiture, le prêt, éventuellement un contrat santé, éventuellement une garantie accident de la vie, une protection juridique, une assurance du chien et du chat. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai vu sur le site, il y a des assurances assez exotiques. Il y a l'assurance caravane, l'assurance trottinette, l'assurance plaisance. Il y a plein de choses. L'assurance chasse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Ça vient très rapidement. Comment ça va être gratuit? C'est-à-dire que qui paye? C'est-à-dire que nous, on fait tout le travail pour le client. Et si le client, c'est pour ça que je dis que c'est sans engagement, si le client signe la proposition, et en général, il la signe parce qu'on leur fait économiser pas mal d'argent avec une couverture équivalente. Radar mobile à 5 secondes. Et bien à ce moment-là, l'assureur nous reverse une commission. Mais c'est-à-dire que vous allez chercher le meilleur contrat d'assurance. Radar mobile à 300 mètres. Et chaque assureur, vous regroupez toutes les assurances chez un assureur en particulier. Toutes les assurances chez un assureur. C'est là où en fait on compte. Radar mobile à 100 mètres. On va avoir des leviers de commerciaux qui sont à la disposition des assureurs pour le multi-équipement. Et quand vous dites on travaille pour le client, c'est jusqu'à quel point? Parce que moi la question que je me suis posée, c'est qui fait les démarches pour se désinscrire? Parce que s'abonner à des c'est exactement ça. C'est bien même payé pour pas faire les démarches. Exactement, parce que c'est très facile de s'abonner, mais alors se désabonner d'une assurance, c'est une galère pas permise. Donc s'il faut que je me désabonne de mes 7 contrats d'assurance pour pouvoir ensuite souscrire chez vous, c'est compliqué. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on fait tout. On fait vraiment tout, et c'est là où on est assez différent, je pense. Quand on s'occupe de tous les contrats, ça nécessite d'aller poser 1000 et une questions, et on n'a pas envie de répondre à 1000 et une questions sur son assurance. Donc en fait, on fait signer des mandats pour venir collecter vos données chez nos assureurs. C'est que des mandats de collecte, on n'a pas beaucoup de pouvoir que de collecter les données. Une fois qu'on a tout récupéré, on peut ensuite faire des devis. C'est pour ça que je sais quoi, à la fin, on revient avec des devis. Et si le client accepte les devis, alors on s'occupe de la résiliation. Et donc, il n'y a vraiment rien à faire. Globalement, il faut vous laisser porter. Et puis, à la fin, dire oui si ça vous tente. En général, quand on a des contrats d'assurance, on a souvent des assureurs différents. Et on a des préférences au niveau du prix, puisqu'on négocie, on a 3-4 contrats dans la famille pour ça. Donc, on a quand même des préférences de prix. Comment est-ce que vous garantissez des prix encore plus intéressants? En fait, c'est tout le pouvoir d'arriver avec un volume de contrats important. C'est-à-dire que quand on comme un courtier classique, quoi. Alors, comme un courtier classique, effectivement, sauf que généralement, tous les intermédiaires aujourd'hui ont une approche contrat par contrat. Parce que, en fait, pour gérer un contrat, on va vous poser entre 60 et 80 questions. Et quand on doit se poser 5-6 contrats, tout d'un coup, ça devient inacceptable pour le client de passer 3 heures au téléphone avec lui. Mais il y a déjà des assureurs qui font déjà ça, qui proposent plusieurs contrats. Donc, comment vous différenciez? Qui proposent des espèces de packs. Et en fait, nous, on vient jouer sur l'ensemble des moyens commerciaux qui sont mis à disposition pour le multi-équipement pour venir proposer des prix vraiment beaucoup plus intéressants. Encore une fois, à couverture équivalente parce qu'on fait l'analyse des contrats existants pour s'assurer qu'on n'ait pas une différence sur la proposition. Et c'est même plus intéressant parce qu'il y a beaucoup d'assurtech maintenant, des assurances en ligne qui pour le coup
bas. Par exemple, sur les PNO, les propriétaires monocurbants, il y a des assurances qui coûtent vraiment pas cher du tout. Donc, est-ce qu'avec la mutualisation, on va payer encore moins cher que ça vous alliez franchement encore moins cher que ça? Ah oui, je suis un peu curieux de parler sur de tester. Ah oui, vraiment, il faut l'essayer parce qu'on arrive vraiment à faire des économies de l'ordre de 500 à 800 € par an. Et si on fait pas un deal, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait de donner après vous demandez à SFR pour qu'ils vendent des contrats? Qu'est-ce que... Alors, on n'y a pas pensé. Mais non, maintenant on va le faire. On le fait. Vous effacez tout, vous ne vendez pas les derrière. Non, c'est vraiment l'optique de la mission que vous allez confier. Vous êtes lancé en 2022, combien de clients aujourd'hui? Aujourd'hui, on a souscrit pour 500 contrats. C'est entre 100 et 150 clients, parce qu'on a pas mal de gens qui sont dans le pipe. C'est un processus assez long. Et surtout, on est en forte progression aujourd'hui. Oui, à la fin, qui est le moins cher, ce que vous le savez? En fait, ça dépend vraiment des clients. C'est-à-dire que, en fonction, on a vu, il y a une diversité des produits qui sont assez importantes. Et donc, un client qui va avoir 3 voitures et un client qui va avoir... On peut pas du tout choisir le même assureur. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Tristan de la Martinière pour Jiva par Retail. Morning Retail avec Logissimo, l'opérateur logistique de proximité au service des entreprises et collectivités. Good Morning Business, Morning Retail. Eva Jaco, on va parler des enseignes de discount carton plein pour le déstockage en France. Et des magasins de discount, il y en a plus de 3000 en France. Alors c'est Action qui arrive en tête avec ses 850 magasins. Alors chez eux, le rayon hygiène, droguerie représente plus de la moitié des volumes l'an dernier. Alors plus globalement, l'enseigne a rassemblé un peu plus de 14% des achats. Dans 3 km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A6 à 10. DPH en volume des Français selon une étude du panélis Nielsen IQ, c'est quand même 5 points de plus qu'il y a 4 ans. Alors on trouve toutes sortes de marques, Colgate, Ushuaïa, Sanex, L'Oréal, plus de 400 produits de marque nationale à des prix intéressants, en tout cas plus intéressants qu'en grande distribution. Alors vous dites Action c'est la marque préférée, mais la règle quand même c'est de multiplier les enseignes en fonction de ce qu'on achète. Oui, ça, ce phénomène il s'est accentué depuis notamment la limitation des promotions à 34% dans les rayons sur les produits d'hygiène et d'entretien, et surtout depuis la crise inflationniste. Aujourd'hui on a vraiment une fragmentation des courses, c'est-à-dire que les Français par an ils fréquentent 7 enseignes différentes, la grande distribution, le discount, le déstockage ou encore le site e-commerce. Alors il y a un mouvement dans le secteur qui s'appelle Prima Prix, c'est tout droit venu d'Espagne. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Prima Prix il est arrivé il y a 3 ans en France. On en trouve une vingtaine de magasins dans tout le pays. On a quand même 13 qui sont situés à Paris, en Ile-de-France. Il y a une nouvelle adresse d'ailleurs qui vient d'ouvrir en plein cœur du 9e arrondissement de Paris. Ça a été fondé en 2015. Le chiffre d'affaires de cette enseigne a grandi de plus de 40% entre 2022 et 2023 pour atteindre 280 millions d'euros. Alors comme pour l'enseigne normale, vous connaissez tous les deux Normal. Mais oui, bien sûr quand même. Comme pour parce que j'écoute vos chroniques, c'est pour ça. Mais... Vous y êtes allé? J'y suis allé une fois. Prima Prix achète des lots de produits de marque aux plus grands fournisseurs à travers l'Europe. Son positionnement est un peu différent des discounters habituels puisque là, vous avez beaucoup de produits alimentaires. Ça représente la moitié de l'offre, des fruits, des légumes. Dans 600 mètres, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A6 à 10. Du fromage, des compotes, des yaourts, comme on peut le voir sur les images si vous nous regardez à l'antenne, eh bien il y a des prix qui sont plus intéressants, des prix qui viennent de concurrents. Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie N104. C'est directement les supermarchés, par exemple un paquet de Kellogg's à 2,99 €, du riz basmati à 1,99 € ou encore le maxi format la vache qui rit à 4,50 €. Parce que ce qu'on voit surtout sur les images, si vous regardez sur la banquette, c'est que c'est écrit dans d'autres langues. Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme c'est des produits qui sont achetés dans des stocks qui sont destinés à des marchés étrangers, vous avez le packaging qui est écrit dans une langue étrangère et vous colle une étiquette dessus en français. Normal, il faut faire ça aussi. C'est trop gênant. Non, vous aussi. Je suis obligé de descendre de toute façon. Il faut juste qu'il y ait quand même tous les avis écrits sur le site web, il n'y a pas de Nutri-Score, etc. Merci beaucoup Eva Jaco. On parle d'intelligence artificielle. Votre rendez-vous avec Protégé, l'assistant d'IA personnalisé et ultra sécurisé de Nexi
utilisateurs et la façon dont ils consomment l'intelligence artificielle. Anthony Murat, qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, avant d'en arriver aux usages en proprement parler, ce qui frappe, ce sont les chiffres absolument délirants de l'adoption de ChatGPT. OpenAI ne donne pas souvent de chiffres, et là, dans cette étude qui a été réalisée pour le compte d'OpenAI par le Bureau de recherche économique américain et les universités de Duke et Harvard, on a quelques données à se mettre sous la dent. 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Il y a un être humain sur 10 à peu près qui utilise aujourd'hui ChatGPT. C'est absolument massif. 2,5 milliards de prompts par jour, 29 000 requêtes par seconde. Jamais une technologie ne s'est développée aussi rapidement. C'est plus rapide qu'Internet, c'est plus rapide que les smartphones. Donc ça donne une idée de l'ampleur du phénomène. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder la typologie des utilisateurs. Ce qui m'a frappé, c'est qu'ils sont très jeunes en moyenne. Il y a la moitié des requêtes qui sont générées par des 18-25 ans. La moitié, c'est absolument énorme. Alors peut-être parce qu'effectivement, ils ont moins de barrières psychologiques à l'entrée, ils testent des nouvelles choses, alors que les vieux croutons, ils ont leurs habitudes. On va le dire comme ça. Et puis aussi parce que c'est un très puissant outil éducatif, que ce soit pour tricher ou pour apprendre, mais en tout cas, c'est utilisé assez facilement. Intéressant de voir aussi qu'on est quasiment à parité aujourd'hui. Au début, ChatGPT, c'est 80% d'hommes. Les early adopters, souvent dans la tech, c'est des hommes, dans les secteurs du numérique. Voilà, des ingénieurs, des développeurs, etc. Et c'est des populations qui sont globalement masculines. Mais aujourd'hui, on est à 52% d'utilisatrices. Donc, preuve que ça s'est vraiment démocratisé. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est surtout pour un usage personnel et non pour un usage professionnel. Ben c'est ça, on nous avait vendu ChatGPT comme un outil de travail, un outil de productivité incroyable. Et en fait, pas du tout. Il y a 73% des usages qui sont non professionnels. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans le cadre du travail, notamment dans les professions qualifiées, dans le domaine du droit, de l'ingénierie, du management. Mais pour le reste, ChatGPT, c'est avant tout une sorte de coach de vie personnelle, d'assistant personnel. C'est ça la grosse utilisation. 8% des requêtes concernent la santé. Donc, avec l'idée qu'on va substituer au médecin ChatGPT. Je vois toutes les dérives que ça peut engendrer évidemment, mais il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent dans ce cadre-là. Si on élargit un tout petit peu le spectre, il y a 3 grands usages qui représentent 80% des conversations sur ChatGPT. En un, c'est les conseils pratiques. Alors c'est très vaste, hein, ça va de prépare-moi mon prochain plan d'entraînement pour ma course quotidienne à aide-moi à résoudre cet exercice de maths, à aide-moi à gérer ce conflit au bureau. Voilà, c'est vraiment l'IA qui vous aide, qui est une sorte de coach personnel. En deux, c'est la recherche d'informations. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va se servir de ChatGPT à la place de Google pour des trucs qu'on aurait pu demander à Google. Donne-moi le résultat du match du PSG. Donne-moi les infos sur des choses qu'on aurait pu trouver avec un moteur de recherche très facilement. Même le moteur de recherche est même plus optimisé pour ce genre de choses. Mais non, comme on a l'habitude d'être sur ChatGPT, qu'on l'utilise toute la journée, en fait, on va demander à ChatGPT. Et donc, ça, c'est un changement de modèle. Ça veut dire, et personne n'aurait pu l'imaginer il y a 3 ans, que Google pourrait à un moment devenir obsolète. En tout cas, le moteur de recherche, le modèle traditionnel. Et le troisième usage, alors c'est plus classique, c'est l'écriture, c'est reformule ce mail, c'est rédige une lettre de motivation, traduit ce texte, fait un résumé. Là, on est plutôt sur des usages de productivité. Et là, il est particulièrement efficace. Combien on l'utilise pour l'émotion, pour faire un coach de vie? Alors, en pourcentage, c'est pas si énorme que ça. C'est 2,3% des usages qui sont de type compagnonnage émotionnel. Mais en volume, ça représente quand même des centaines de millions de messages où on va utiliser l'IA non pas seulement comme un outil, mais comme un confident, un ami, voire un ou une petite amie. Donc, il y a un vrai sujet autour de ça. On peut se dire que c'est pas énorme par rapport aux autres usages, mais c'est quand même assez important. Ce qui avait aussi été mis en avant par d'autres études qui montraient qu'on utilisait notamment des marqueurs affectifs dans la façon dont on s'adressait à ChatGPT avec tous les sujets de dépendance émotionnelle que ça va générer. D'ailleurs, ChatGPT a annoncé un contrôle parental maintenant à la suite de l'histoire de l'adolescent qui s'était suicidé en utilisant notamment ChatGPT. Donc voilà, il y a des mesures qui sont en train d'être mises. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A6 à 13. En place. Dire qu'il va toujours dans votre sens, donc ça fait plaisir. Ah, il vous brosse toujours dans le sens du poil, ChatGPT. Il est très sympa. Merci Anthony Morel. Dans un instant journal de 6h30. Est-ce que Nestlé est une boîte ingouvernable? La question se pose après la démission. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie N104. D'un membre du président du conseil d'administration. Et puis on a des petites infos sur Fnac Darty tout de suite. Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur les continuer pendant 1 km et demi. Quel honte à débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien lotis.
agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logement pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le Code de la mutualité. Good Morning Business, le journal. À 6h30 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Merci d'être avec nous. Le journal, c'est avec Léo Dumas. Les 3 titres à la une. Le président de Nestlé a cédé aux investisseurs. Il annonce sa démission à 7 mois de la fin de son mandat. Dans ce journal également, une information BFM Business. Fnac Darty veut racheter une filiale d'Engie. Et puis après l'assassinat de Charlie Kirk, tension et licenciement dans les entreprises américaines. La pression des investisseurs a donc été trop forte chez Nestlé. Le président du conseil d'administration, Paul Boulke, démissionne à son tour. L'annonce est tombée hier soir après le départ déjà du directeur général Laurent Frex il y a 15 jours. Alors, dans 500 mètres, prendre la sortie 27 vers Tigerie, Saint-Pierre-du-Perret. Fédéré, on est toujours dans la même affaire. Absolument. Ces derniers jours, la pression était très clairement montée d'un cran du côté des investisseurs de Nestlé qui appelaient Paul Boulke à démissionner. C'est le Financial Times qui le révélait le week-end dernier. En fait, le licenciement prendre la sortie 27. De Laurent Frex et la manière dont les enquêtes sur son comportement ont été menées, tout cela a alimenté l'agacement des actionnaires de Nestlé. Surtout dans 300 mètres, au rond-point, prendre la première sortie. C'est le deuxième changement de direction générale en l'espace d'un an. En août de l'année dernière, c'est Marc Schneider qui avait été contraint de démissionner. Alors pour des raisons économiques, puisqu'à l'époque, c'était les mauvais résultats du groupe qui posaient problème. Dans le cas de Laurent Frex, c'est une liaison non déclarée avec une subordonnée. Mais quoi qu'il en soit, toute cette séquence a fortement agacé les investisseurs. Démissionner est une question de décence, confiait même un des principaux actionnaires de Nestlé au Financial Times. Et donc Paul Boulke quitte la présidence 7 mois avant la date qui était initialement prévue pour avril 2026 et il restera quand même président de... Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur rue du Parc des Vergers. Bon, ça commence à faire beaucoup pour Nestlé. Clairement, il y a ces problèmes de gouvernance, le scandale des eaux Nestlé Waters qui a laissé des traces, des ventes à redresser aussi, même si les résultats du premier semestre étaient plutôt encourageants. Et ça sera la mission de Philippe Navratil, le patron de la filière Nespresso. Au rond-point, prendre rue du Parc des Vergers. La direction générale dès novembre. Il sera accompagné par Pablo Isla, aujourd'hui vice-président du conseil d'administration et qui sera nommé président dès les prochains jours. Merci Margot Fédéré. Et puis toujours dans l'actualité des entreprises, une information BFM Business. Ce matin, Fnac Darty s'intéresse à une filiale d'Engie pour se développer dans l'énergie. Dans 400 mètres, tournez à gauche. Le groupe veut racheter Engie Home Service qui installe des pompes à chaleur, des climatiseurs aussi, avec l'idée derrière d'accélérer dans les services et la maintenance, Mathieu Pechberti. C'est un projet important pour Fnac Darty qui veut se développer dans les services énergétiques. Le rachat d'Engie Home Service lui permettrait en effet de profiter de l'essor des pompes à chaleur et des climatiseurs. Fnac Darty cherche à mettre la main sur ses activités d'entretien et de maintenance pour s'assurer des revenus récurrents. La formule de service après-vente de Darty compte déjà 1,5 million d'abonnés. Mais Fnac Darty n'est pas seul en... Tournez à gauche, puis tournez légèrement à gauche. Pour acheter la filiale d'Engie, 4 fonds d'investissement lui font face et pourraient proposer des prix plus élevés. L'enseigne dirigée par Enrique Martinez mise sur sa capacité à garantir l'emploi pour les 4900 salariés, comme l'a exigé Engie. Il pourrait aussi compter sur la surface financière de son premier actionnaire Daniel Kretinsky. L'homme d'affaires tchèque a déjà aidé Fnac Darty à financer le rachat de l'italien Unieuro l'an passé pour 250 millions d'euros. Engie Home Service est redevenu rentable en 2023 après plusieurs années de pertes. Son prix de vente devrait être inférieur à 100 millions d'euros. Voilà pour les informations de BFM Business autour de... Votre destination se trouve sur la gauche.
convitigum.